Nous pourrions être une ville où les gens n'ont pas envie de vivre, qu'ils viennent d'ici, d'ailleurs en France ou d'ailleurs dans le monde. Nous pourrions être une ville où seuls ceux qui gagnent plus de 30 000 € par an peuvent se loger, comme le souhaite Madame Dalhuin, que j'ai bien écoutée, et qui nous reproche de faire trop de logements sociaux et en accession aidée. Nous pourrions être une ville qui ne maîtrise rien et où se succèdent, à perte de vue, des pavillons sans âme, une ville sans zone d'emploi, sans espace public, sans services publics en proximité, sans terres agricoles, sans espace naturel. Des cas de villes plus ou moins grandes qui connaissent ces situations existent, et parfois pas très loin de chez nous. Nous sommes heureux que Rennes soit une ville dans laquelle les gens ont envie d'habiter. Nous sommes heureux que Rennes soit une ville dans laquelle les parents ont envie de voir grandir leurs enfants. Nous sommes heureux que Rennes soit une des rares villes dans le monde capable d'offrir au quotidien pour tous ce qui ailleurs est réservé à ceux qui gagnent beaucoup et cultivent l'entre-soi. Vivre en centre-ville, ou y avoir accès en quelques transports en commun, bénéficier de la proximité de parcs et de grands équipements publics. Nous sommes heureux que Rennes maintienne ses zones industrielles, comme elle accueille les entreprises des nouvelles technologies, l'hôpital public, l'université et des zones commerciales. Et nous sommes heureux que tous ceux qui font l'économie rennaise puissent vivre à Rennes, qu'elles ou ils soient ouvrières, vendeurs, aides-soignants, techniciens, chercheuses, architectes, professeurs, radiologues, artistes. Nous sommes heureux qu'à Rennes, en plus des multiples squares de proximité, il y ait le parc des Gailleuls, le parc de Bréquigny, le Tabor, la plaine d'Aventure, que je m'obligerai à appeler le parc de Villejean pour que tout le monde situe, la Prévalais, la plage de Beau ou les prairies Saint-Martin. Et si j'en crois leur fréquentation ces derniers week-ends, nous ne sommes pas les seuls. Ces quelques caractéristiques citées qui participent à la qualité de la vie rennaise ne sont pas le fruit du hasard. Cette ville est pensée depuis longtemps. Henri Fréville a refusé de repousser les quartiers d'habitat social à l'extérieur de la ville. Edmond Hervé a décidé la réalisation de la première ligne de métro en faisant un élément fort de cohésion, d'inclusion et d'embellissement de notre ville. Nous nous inscrivons dans cet héritage de valeurs qui fait constamment la jonction entre le dynamisme de notre territoire et le souci de ne pas exclure, tout en redéfinissant les questionnements et les modes opératoires à l'aune des défis de ce siècle pour notre ville. Nous voulons que les enfants rennais puissent continuer d'habiter à Rennes s'ils le souhaitent. Nous savons que 60% des ménages rennais ne comprennent qu'un seul adulte. Nous savons que pour ne serait-ce que maintenir la population rennaise, il nous faut construire 1000 logements par an, que le nombre de demandeurs d'un logement social a augmenté de 34% en 3 ans, que l'étalement urbain est l'ennemi du climat et de la biodiversité. Refuser la création de nouveaux logements à Rennes par principe, c'est nier tout cela. Et c'est ce à quoi revient le fait de reprendre politiquement et systématiquement à son compte les oppositions de riverains. Cela ne constitue finalement aucun projet politique, juste une démagogie qui monte à l'approche des élections et cache difficilement que derrière une remise en cause de la hauteur, je serais d'ailleurs curieux de savoir à partir de combien d'étages commence la hauteur. Personne ne le dit. R+4, R+6, R+8, R+12. On peut retrouver plus ou moins assumé une peur de l'arrivée d'un autre différent et d'un ralentissement de la valorisation de son bien. Dire cela signifie-t-il qu'il faut construire n'importe où, n'importe comment? Non, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous avons des principes inscrits dans notre plan local d'urbanisme et dans notre programme local de l'habitat. Développement des trames vertes et bleues, dont notre ceinture verte, 60% des nouveaux logements sociaux ou en accession sociale ou à tarifs régulés, soit hors marché libre, 95% de l'urbanisation de la ville sur les espaces déjà urbanisés, compacité de la ville pour permettre la proximité des services et faciliter les déplacements doux et en transport en commun, et un programme important de réhabilitation de logements, en particulier dans les quartiers les plus populaires de notre ville,
pour maintenir un parc de qualité, gagner la bataille du climat et de la qualité de l'air, en baissant la facture énergétique des habitants. Tout se fait-il pour autant comme nous le souhaiterions? Non. Même si nous avons, à travers notre nouveau PLU, renforcé les règles de mixité s'appliquant pour des opérations en diffus, la ville ne maîtrise effectivement pas les opérations qui se réalisent suite à une vente entre privés. Pour les communistes, cela démontre tout l'intérêt des outils de maîtrise publique dont nous disposons, que ce soit les zones d'aménagement concerté municipales ou via la Société publique d'aménagement territoire public, qui nous préservent d'un aménagement dicté par la recherche infinie de profit au détriment de notre qualité de vie. Il faut renforcer cette maîtrise publique et c'est précisément ce que nous faisons avec les nouveautés que constituent le loyer unique et l'office foncier solidaire qui vont permettre de nouveaux droits au logement pour le plus grand nombre. Ce débat en conseil municipal découle de notre charte de la démocratie locale, de la signature d'une pétition par 1000 habitants. Nous voyons bien que sur ce sujet, il n'est pas toujours évident de faire se rejoindre l'intérêt général, la démocratie locale et la démocratie de proximité. Il nous semble qu'il y a là un enjeu à prendre en considération, au point peut-être de bousculer certaines habitudes que nous avons tous, habitants, collectivités, promoteurs. Et pour y parvenir, nous faisons la proposition de franchir une nouvelle étape de la fabrique citoyenne en amenant les promoteurs à co-construire avec les habitants leurs futurs programmes et formes architecturales selon des principes d'intérêt général fixés par la municipalité. L'histoire, y compris récente, nous invite tous à un peu d'humilité quand on aborde ce débat. À chaque opération de reconstruction de la ville sur elle-même, il y a polémique. Quand nous avons refait le Mail, quand nous avons refait du Mail un espace piétonnier, certains nous expliquaient que ça serait une catastrophe et qu'aucun commerce ne pourrait fonctionner en étant aussi excentré du centre-ville. C'est aujourd'hui un lieu plein de vitalité. Il y a peu de temps encore, la rue de l'Alma cristallisait les doutes et les critiques. Aujourd'hui est saluée l'arrivée de commerces et les possibilités de mobilité qu'elle concentre. Ferions-nous aujourd'hui ces aménagements à 100% de la même manière? Non, parce que les réflexions évoluent, que nous sommes toujours en questionnement et en recherche de faire mieux. Il nous faut aussi faire preuve d'humilité, car il y a des questions d'aménagement et de développement du territoire qui dépassent Rennes et la métropole. Est-il normal que nous soyons dans un pays où la très grande majorité des moyennes et petites villes perdent des commerces et des habitants? Est-il normal que dans un département de plus d'1 million d'habitants, la troisième ville la plus peuplée comprenne seulement 20 000 habitants? Est-il normal que dans notre pays, l'injonction à la baisse de la dépense publique se traduise par l'affaiblissement du maillage de nos territoires, par décentralité avec des services publics, rôle que jouaient notamment les chefs-lieux de canton? Est-il normal que l'affaiblissement voulu et théorisé de la puissance publique de l'État en dehors de ses sphères régaliennes ait conduit à son incapacité à propulser une nouvelle décentralisation industrielle et de services, appuyant aux côtés des collectivités une vitalité bretonne dans toute sa péninsularité, dans les terres et sur le littoral, de Vitré à Brest, de Vannes à Saint-Brieuc, en passant par Loudéac et Rostrénin? Pour ce qui est de Rennes Métropole, il faut aussi, sans doute, accepter que toutes les villes participent de l'accueil de toutes les populations, avec des centres-villes à la hauteur de ce qu'elles sont et de ce qu'elles seront, c'est-à-dire pour certaines des villes de 15 000, 20 000 habitants et même plus. Là se situe pour partie l'alternative crédible, cohérente, solidaire, écologique à la consommation de terres agricoles par de grands projets d'extension urbaine et résidentielle ou commerciale de type Open Sky. Enfin, en forme de clin d'œil pour terminer cette intervention, comme vous, il m'arrive d'entendre des personnes regretter qu'il y ait telle ou telle maison démolie. Cela peut nous questionner et même nous donner l'impression qu'un jour, il n'y aura plus de maison à Rennes. Alors aux uns et aux autres, je pose la question suivante. Savez-vous combien il y a eu de maisons en moins à Rennes en l'espace de quelques années? Eh bien, en fait, Rennes ne perd pas de maisons, mais en gagne. En 2010, notre ville en comprenait 16 897. En 2015, dernier chiffre de l'INSEE consultable, il y en avait 188 de plus,
soit 17 075. Comme quoi, sur ce sujet comme sur d'autres, il faut parfois se méfier de ses impressions. Merci, Monsieur Tual. Madame la